Voilà, merci pour l'introduction. Donc, déjà, merci d'avoir choisi ce talk par rapport au workshop qu'il y avait en compétition, on va dire. Merci à l'organisation aussi pour tout ce qui a été organisé ici, d'avoir sélectionné ma proposition. Et du coup, je vais vous introduire déjà juste de manière générale le contexte, histoire que vous pouvez comprendre en fait les différentes contraintes qu'on reçoit, qu'on est censé résoudre en fait avant de pouvoir réaliser les différentes mises à jour de sécurité. Donc d'abord, parmi l'auditoire, qui c'est qui connaît Jenkins? Parfait, ça commence bien. Qui c'est qui emploie Jenkins dans l'entreprise où il travaille actuellement? Ok, c'est pas mal. Du coup, les autres, vous faites quand même du DevOps? Vous avez d'autres outils? Ou pas du tout? En cours de migration? Ça. Parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'administrateurs d'instances Jenkins dans la salle? Oula, ok. On va dire 2, 3. Et est-ce que vous appliquez les mises à jour de sécurité dès qu'elles sortent? Parfait. Bah, tu peux passer après, j'ai un t-shirt pour toi. L'histoire générale ici, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir fournir des mises à jour de sécurité sans que ça casse complètement les instances des gens, vu que potentiellement il y a de la configuration qui doit être modifiée, etc. Et si on casse leur application, bah du coup ils ont plus de confiance. Du coup ils font plus les mises à jour. Du coup c'est nous derrière, on travaille pour rien. C'est un peu le but principal. Donc si jamais il y a une mailing list pour vous avertir des prochains bulletins de sécurité qui vont sortir, 3-4 jours avant, quelque chose comme ça, qui vous explique qu'est-ce que ça va contenir en termes de scope, est-ce que c'est que des plugins peu populaires avec des failles critiques ou le contraire, etc. Ensuite, je vais me présenter moi quand même, comme ça vous pouvez contextualiser ce que je vais vous dire par rapport à ma situation pour éviter de penser que c'est quelque chose de global. C'est juste mon avis, mes expériences au sein de Jenkins. Donc, je suis membre de la team sécurité du projet Jenkins et ingénieur sécurité chez CloudBees. C'est 2 points qui sont importants, mais qui sont séparés. Dans le sens où l'équipe sécurité de Jenkins s'occupe de la partie open source. S'il y a des vulnérabilités qui sont détectées dans la partie open source, c'est l'équipe qui s'en occupe. Par contre, mon côté entreprise, c'est pour tout ce qui est produit, interne, plugin privé, etc. Donc là, vous voyez un petit extract de ce que je peux faire pendant une journée en termes de scope différents. Ensuite, le projet Jenkins, de manière générale, c'est une des solutions CI/CD les plus populaires sur le marché, les plus installées. Comme vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs qu'il y a là. Elle est open source, complètement, que ce soit le code, le design, les décisions qui sont prises, l'infrastructure, tout est open source, tout le monde peut venir, peut participer, peut voir le code, c'est entièrement libre. On a quelques plugins dans l'écosystème, et c'est aussi une des contraintes qu'on reçoit, dans le sens que 1500 plugins, potentiellement, ils sont pas tous de bonne qualité. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et c'est une des forces de Jenkins, d'ailleurs, cette capacité d'avoir des plugins. Si vous avez une intégration avec des produits dans votre entreprise, c'est parfait. Si vous en manque, vous avez juste à créer un plugin vous-même. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Des petits plugins privés qui sont développés en 3-4 heures, juste pour intégrer avec un système particulier. C'est vraiment très sympa. Du coup, nous, on n'a pas forcément la main dessus, vu que c'est des plugins privés. Et j'en reviendrai dessus par la suite. Mais le mauvais côté aussi, c'est que Jenkins, par design, c'est un moteur d'exécution de code à distance. Parce qu'il a besoin quand même de pouvoir compiler votre code, d'exécuter des scripts, etc. Mais du coup, en termes de sécurité, c'est pas forcément le truc le plus facile à maintenir. Il a accès à des données très sensibles, tout ce qui est credential pour vous connecter à des bases de données, à des serveurs d'application, ou récupérer votre code. S'il a pas, il peut pas travailler. Du coup, vous êtes obligé de lui fournir. Du coup, nous, derrière, on doit les sécuriser, éviter qu'elles sortent trop facilement, etc. Et ensuite, dernier point, c'est un système qui est partagé. Donc, vous avez plusieurs utilisateurs qui peuvent arriver dessus. C'est pas juste un script qui est lancé par l'admin et puis c'est tout. Il y a beaucoup d'utilisateurs et surtout avec des niveaux d'expertise très différents dans Jenkins. Que ce soit le petit développeur qui vient d'arriver dans l'entreprise qui a aucune idée, vous n'avez pas forcément envie qu'il vous casse tous vos builds, toute votre configuration, etc. Du coup, il faut qu'on gère à ce niveau-là, que ce soit les droits d'accès, autorisation, authentification, mais qu'on s'occupe aussi de bien gérer à ce que les droits soient appliqués partout, c'est-à-dire dans tous les plugins, de manière plus ou moins consistante, et qu'on évite de laisser à ces gens-là la possibilité de faire de l'élévation de privilèges et de devenir des admins, c'est pas forcément le but.
Donc quels sont les objectifs? J'ai un petit peu parlé avant déjà, donc éviter qu'un attaquant puisse rentrer dans votre serveur trop facilement, en tout cas dans l'application. Sécuriser vos données, donc tout ce qui est credential, secret, etc. Il faut que ça ne sorte pas du serveur idéalement. Éviter les évaluations de privilèges et surtout encourager les bonnes pratiques. C'est quelque chose qui est très important vu que le Jenkins est quelque chose de très configurable. Du coup, si vous voulez l'avoir public, sans sécurité, sans authentification, vous pouvez le faire. Il faut être un peu fou, mais vous pouvez le faire. D'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire. Il y a quelques mois, je voulais utiliser un compilateur en ligne pour faire du CSS, du SCSS pour le transformer en CSS. J'ai fait ma petite compilation et il s'est avéré que mon ordinateur est devenu très long. Parce qu'en fait, il y a un petit malin qui s'est introduit dans le Jenkins du projet, qui a rajouté un petit peu de code, et puis du coup, ça a rajouté des mineurs sur l'application en ligne. C'était très pratique, et du coup, j'ai pu avertir le gars, mais c'est des choses qui arrivent. Si vous laissez votre Jenkins public, il faut faire très attention, et si en plus vous activez pas la sécurité, on peut pas faire grand-chose pour vous. Et aussi une des missions, c'est que la mise à jour de sécurité qu'on vous propose, il faut pas qu'elle casse votre instance, mais il faut aussi qu'elle soit appliquée. Et du coup, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de les appliquer le plus vite possible. Idéalement, le jour où elles sortent. Sinon, vous pouvez participer à des belles vulnérabilités comme ça, où en fait, il y a eu en février cette année, ils ont découvert qu'il y avait pour 3 millions de Monero qui ont été minés sur des instances Jenkins à travers le monde. C'est très sympa quand on se réveille le matin et qu'on voit ce genre de truc dans la presse, t'es là, ok. Bon, on se sentait pas si coupable que ça, parce que notre patch a été livré 10 mois auparavant, mais bon, ça n'a pas été appliqué partout, donc vous imaginez des instances publiques. On dit, regardez, il y a des vulnérabilités, appliquez les mises à jour. Si vous les appliquez pas, c'est ce qui risque d'arriver. Et on dit, de notre côté, on dit assez souvent que si vous n'avez pas le temps de faire les mises à jour, qu'est-ce qui se passe en cas d'attaque? Est-ce que vous aurez le temps de gérer l'attaque, de gérer tout ce qui se passe après, de la détecter, et tout ce qui est perte d'argent, de marketing, etc. derrière. Donc ça, c'est un peu le résultat de notre travail pendant l'année passée. C'est tous les bulletins de sécurité qu'on a livrés. Donc c'est pas essentiellement, enfin c'est pas que des vulnérabilités qui étaient présentes dans le corps, mais c'est aussi pour la plupart des plugins. Quand vous voyez des entrées avec plein de petits mots à côté en bleu, je sais pas si c'est suffisamment grand, c'est pas forcément le but. C'est tous les plugins qu'on a corrigés, qu'on a fait corriger ou qu'on a corrigé nous-mêmes directement. J'en parle un petit peu plus tard. Et vous voyez qu'en gros, on travaille pas mal. On essaie de rendre l'application la plus sécurisée possible. Il n'y a pas de warning au début, attention, éteignez-vous Natel comme au cinéma. Donc au niveau des bonnes pratiques, qu'on encourage les admins à mettre en place dans Jenkins, mais ça, un peu comme la moitié de la présentation, peut peut-être s'appliquer à vos applications aussi. C'est aussi un peu le but de ce retour d'expérience. Principe de réduire les privilèges au maximum. Si vous avez un utilisateur qui fait juste de la compilation de build et c'est tout, vous n'avez pas besoin de lui donner les droits d'admin. Donc ça, c'est ce qu'on conseille aux admins de faire. Mais du coup, nous, on doit s'assurer de notre côté qu'il peut le faire et que ce soit appliqué dans tous les plugins. Donc c'est quelque chose, c'est pas juste pour l'utilisateur, on lui donne des conseils. Il faut que ces conseils puissent être appliqués derrière. Ensuite, utiliser des credentials différents. Situation toute simple, vous avez plusieurs équipes, elles travaillent toutes sur la même instance Jenkins. Nous d'ailleurs, on conseille d'avoir un master, une instance Jenkins par équipe. Mais dans le cas où vous avez plusieurs équipes qui travaillent sur le même Jenkins, si vous mettez des credentials à disposition pour l'accès à une base de données de prod, d'informations bancaires ou ce genre de choses, si c'est une équipe qui l'emploie, mais que ces credentials peuvent être récupérés par n'importe quel membre de n'importe quelle équipe de toute l'entreprise, c'est pas forcément ce que vous voulez, parce que s'il y a une personne qui part, vous êtes censé révoquer ces credentials. Donc imaginez le turnover dans une entreprise de même genre, juste 20-30 personnes, ce que ça fait en termes de credentials à révoquer, c'est pas forcément idéal. Pour ça, on conseille d'en employer des différents, de les réduire en termes de scope, d'éviter que tout le monde ait accès à tout, ça vous évitera des ennuis par la suite. Ensuite, on conseille d'éviter de faire des builds sur le master directement, ce qui est souvent le cas dans les très petites équipes, parce que vous n'avez pas la place, l'argent, l'infrastructure pour faire des agents séparés. Si vous le faites sur le master, les builds ont accès au file system. Du coup, s'ils font une petite création de fichiers, une duplication de fichiers, ils ont accès à tout, y compris à la config de Jenkins. Du coup, ils peuvent réduire la sécurité, voire l'enlever. Faites attention aussi à ça. Après, c'est un peu idiot de le marquer, mais quand même, s'il y a des avertissements de sécurité vous disant que la version que vous lancez actuellement a des vulnérabilités connues,
Il faut peut-être le prendre en considération et mettre à jour, par exemple. Du coup, on va rentrer plus dans les contraintes. Donc là, c'est de manière générale, quand on veut faire un fixe de sécurité pour Jenkins, on doit s'assurer d'avoir la compatibilité rétroactive. C'est pour l'historique, en fait, les développeurs initiaux du projet, qui sont toujours d'ailleurs des contributeurs principaux au niveau du corps, ils travaillent chez Sun à l'époque. Sun, à la base, c'est un des créateurs de Jenkins, avant qu'il se fasse racheter par Logre derrière. Du coup, la compatibilité rétroactive, c'était une des forces aussi de Java à l'époque. Et du coup, ils l'ont mise aussi dans Jenkins. Ça veut dire que de notre côté, on ne peut pas modifier des signatures de méthodes ou d'objets sans que ça ait un impact derrière. Du coup, on doit avoir une partie legacy qui reste et qu'on doit maintenir, qu'on doit sécuriser quand même. Du coup, ça rajoute des petites contraintes. Après, dès qu'on découvre des failles de sécurité, il faut qu'on les traque de manière confidentielle. On peut pas les traquer comme un simple tracker, un Jira public, comme on fait pour le reste du projet, avec juste, attention, vulnérabilité de sécurité, les cas pour reproduire, mais c'est public. On peut pas le faire. Ce serait trop dangereux. Alors après, je sais pas de votre côté, si vous recevez une faille de sécurité d'un chercheur, d'un pentester, etc., est-ce que vous avez des projets séparés? Est-ce qu'elles sont accessibles à tout le monde? Il faut aussi regarder ce côté-là. Ça, c'est valable pour l'ensemble des projets. De bien les séparer, de les isoler pour la confidentialité, pour éviter qu'elles sortent par mégarde. Par exemple, quelqu'un qui fait un petit screen sharing pour une petite vidéo, un recording, il tombe malheureusement sur l'onglet de Chrome qui contient la faille, et ça passe sur YouTube. C'est pas forcément l'idéal. C'est déjà arrivé, pour ça que j'en parle. Ensuite, si vous avez des plugins qui ont des vulnérabilités connues, on peut pas publier la correction si on n'a pas regardé avant s'il n'y a pas d'autres plugins qui ont exactement la même. Parce que comme l'ensemble des plugins sont développés par n'importe qui, certaines personnes n'ont pas forcément les connaissances pour le développer complètement eux-mêmes, et du coup, ils font du copier-coller. Donc on retrouve les mêmes schémas de code dans 3, 4, 5 plugins, surtout s'il y en a un qui est très populaire. Du coup, s'il y a des failles là-dedans, il faut qu'on fasse attention à ce qu'elles soient corrigées partout, au moins dans les plugins populaires, avant de réaliser la mise à jour de sécurité. Sinon, c'est un peu mâcher le travail pour les hackers. Ensuite, certaines vulnérabilités demandent des changements d'architecture complète. Je vais en parler à la fin. La désérialisation XML en Java, il faut faire un petit peu attention. C'est pas quelque chose qu'on peut juste lancer comme ça et puis s'attendre à ce que ça marche. En tout cas, marcher, ça marchera, mais qu'elle soit attaquable, voilà. Et on a plusieurs versions à long terme en termes de support dans les produits commerciaux. Donc on a plusieurs versions LTS. Et le problème, c'est qu'on doit mettre à jour la sécurité pour toutes ces versions. Du coup, comment est-ce que nous on fait la correction pour la rendre disponible pour toutes ces versions? J'en parlerai justement après. Sinon, il y a des fonctionnalités qui sont dangereuses par design. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec celles-là? Est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on les blacklist? Est-ce qu'on retire le code, quitte à casser la compatibilité? Après, bon, ça c'est un peu classique aussi, les contraintes de temps. Si un chercheur vient nous voir et puis nous dit que dans 30 jours, il va faire son blog post pour dire qu'il a une super vulnérabilité qu'il a trouvée chez nous, ça concorde peut-être pas forcément avec notre rythme de release pour les versions LTS. Donc c'est ce genre de truc qu'on doit aussi discuter avec les chercheurs pour éviter les petits soucis de communication. C'est d'ailleurs un des mauvais points que je trouve avec le marketing des failles. Par exemple, je sais plus comment elle s'appelle exactement, Zip Slip, où ça a été énormément marketé autour, un petit logo, un petit nom sympa, énormément de marketing, de blog posts, de communication autour. Mais il faut peut-être penser aussi à tous les projets qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément les connaissances de corriger ces problèmes. Le marketing a un petit peu un mauvais côté de ce point de vue-là. Ensuite, les contraintes du côté communautaire. Le fait que ce soit pas un projet qui est privé, close source, fait qu'on a des contraintes qui se rajoutent par-dessus. Le fait que la communauté soit open source, ça veut dire que n'importe qui a accès au code. Vous pouvez lire le code, vous pouvez le commenter, vous pouvez aussi y contribuer. Ça veut dire que nous, on doit vérifier que le code que la plupart des gens contribuent ne rajoute pas de vulnérabilité. Et surtout pas de manière volontaire, avec des injections de code directement dans un plugin. Le plugin est réalisé, il arrive chez tout le monde, et après, du coup, c'est notre faute, entre guillemets. Après, il y a aussi les plugins privés qu'on peut pas forcément garantir en termes de sécurité. On sait pas ce qu'ils emploient exactement comme API. Aussi pour ça qu'on a cette compatibilité rétroactive.
Après, comme je disais avant, tout le monde n'est pas forcément un développeur Java dans l'âme quand il développe un plugin. Ça peut être des admin systems qui font un peu de scripting et du coup, on va injecter 2-3 scripts, 2-3 petits trucs en Java. Ça fait qu'on a 2-3 perles au niveau de la communauté, des trucs qu'on soupçonnait même pas Java d'être capable de faire. Du coup, en termes de sécurité, je vous dis pas les petits soucis qu'on a pu rencontrer. Après, au niveau du projet en lui-même, c'est un projet qui est relativement vieux. Nous, on aime bien dire qu'il rentre dans son adolescence, il a quasiment 14 ans là. Du coup, il y a une partie legacy quand même relativement importante. Par exemple, le choix d'avoir stocké l'ensemble des données sur le file system directement. Il n'y a pas de base de données. Ok, on évite les SQL injection, mais on fait face à tous les soucis avec le système d'exécution. Que ce soit du Windows, du Linux, c'est pas les mêmes contraintes. Notre code doit être adapté en fonction. Ça rajoute encore des contraintes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que toutes ces contraintes nous empêchent de travailler, nous empêchent d'améliorer la sécurité du projet? Donc déjà, de manière générale, c'est un peu ce que je conseille déjà aux gens de mettre en place, c'est quand on vous rapporte une vulnérabilité, c'est d'éviter de la mettre en public, il faut la traquer différemment. Que ce soit juste dans un projet séparé, dans votre Jira, ou même sur un sticker sans quelque part, mais qu'elle soit pas publique. Ça évite tout potentiel problème de communication là-dessus. Ensuite, nous, ce qu'on essaie de faire au plus possible, c'est de reproduire le problème. Parce que potentiellement, c'est pas reproductible dans le projet Jenkins. C'est peut-être juste un problème. Ouais, la librairie zip, telle et telle, il y a un souci. Vous avez une vulnérabilité. Non, pas forcément. Si on n'emploie pas le code en question, on n'est pas vulnérable. Du coup, il faut arriver à reproduire le problème, idéalement avec un petit test unitaire, test d'intégration. Comme ça, on garde ça de côté. Au cas où quelqu'un vient derrière et se dit « Oh, ce code, il sert à rien », il le retire, et on rajoute la vulnérabilité qu'on avait déjà avant. Grâce au petit test, on évite ce problème. Il faut aussi déterminer l'impact, parce que si c'est un plugin qui n'est pas du tout populaire, mais qui a une faille extrêmement critique, il faut peut-être plus la considérer qu'un plugin très populaire, mais avec une faille qui a quasiment pas d'influence. Ensuite, pour corriger le comportement, donc nous, on essaye de déléguer ça au mainteneur du plugin, et si c'est dans le corps, que c'est l'équipe de sécurité qui s'en charge directement. Maintenant, le mainteneur, il n'a pas forcément les connaissances pour la corriger, il n'a pas forcément le temps, parce que c'est que des bénévoles, les mainteneurs de plugins pour la plupart. Du coup, des fois, on s'en charge aussi nous-mêmes directement. Donc après, il y a aussi une priorisation en termes de temps. On n'a pas un temps infini, des ressources infinies, donc il faut quand même qu'on choisisse lesquelles on combat. Et quoi qu'il arrive, toutes les corrections sont revues par l'équipe de sécurité. Du coup, la dernière étape, c'est de synchroniser avec les mainteneurs du plugin, qui ne fassent pas une release anticipée avec les fixes, parce que sinon on retombe dans le problème... où est-ce que je l'ai mis ? Voilà, la dernière ici, c'est que si il release la version avec une correction, alors que le code en question est répandu dans plusieurs plugins, on retombe dans la même situation. Cette vulnérabilité, du coup, est disponible pour tout le monde pour être visible. Donc nous, on emploie un private tracker, donc c'est juste un projet privé dans le Jira open source. Les accès sont fortement limités, il faut que vous fassiez partie de l'équipe sécurité. On donne les accès supplémentaires au chercheur qui nous a rapporté l'issue, comme ça, lui au moins est au courant de l'avancement, pour préparer ses blog posts, sa communication, etc., pour reproduire le problème une fois qu'il est corrigé, et aussi la personne qui est assignée à ce ticket, potentiellement le mainteneur du plugin. De manière générale, si vous voulez suivre le process, il y a un petit lien en haut. Donc si vous trouvez une faille dans le projet, dans un plugin, il faut juste passer par là et éviter de la mettre sur le tracker public. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Ensuite, on doit aussi faire beaucoup d'éducation, sécurité awareness avec les développeurs de plugins, les utilisateurs de l'application, mais après de manière aussi générale avec certains clients qui comprennent pas forcément certaines options qu'on met en place. Donc ça peut être augmentation de la documentation, des tooltips qu'on met dans l'application, etc. Et aussi lors des code reviews. Si on a un mainteneur de plugin qui nous rajoute un bout de code qui est complètement vulnérable, qui sert à rien ou ce genre de truc, on vient lui dire attention, là en termes de sécurité c'est pas top, mais on lui explique aussi pourquoi c'est mauvais. Comme ça lui il apprend et il évite de refaire la même erreur après. Et le point qui est super positif avec une communauté open source aussi répandue que Jenkins, c'est qu'à un gars, on va lui dire t'as fait faux parce que machin, il faut faire ça à la place. Quelques semaines plus tard, on le voit lui commenter d'autres pull requests expliquant que ce que le gars a fait est faux. Du coup,
c'est exponentiel. Ce qu'on fait comme travail, on le voit comme des informations virales, elles se répandent dans la communauté. Du coup, c'est un peu le côté très gratifiant de la situation. Ensuite, comment on priorise les vulnérabilités? Donc, on regarde par rapport au score, mais le score ne prend pas forcément en compte la popularité du plugin. Comme je disais avant, si on a un plugin qui est installé chez 99% des instances, on va peut-être le considérer un petit peu plus, même si c'est qu'une faille mineure. Contrairement à un plugin qui est installé chez 5 personnes, on va pas forcément prendre le temps de la corriger ou de forcer le mainteneur à corriger le problème. Et après, il y a aussi la difficulté de la correction. Si ça implique un changement complet d'architecture, on va travailler en background dessus, mais on va pas forcément la prioriser, top priorité là-dessus. On va déjà essayer de voir si c'est pas des workarounds, si on peut pas rajouter un petit filtre par-ci par-là, de manière peut-être plus générale, pour éviter que le problème arrive, quitte à casser certaines fonctionnalités. C'est justement un threshold, une balance à faire entre l'impact et le risque qu'on a, nous, de casser le reste en fait des applications. Et tout ça, ça se discute au sein de l'équipe de sécurité, qui d'ailleurs est ouverte à n'importe qui a envie de faire de la sécurité, qui aime la sécurité, qui a contribué un petit peu avant au projet, idéalement. Sinon, juste les connaissances sécu ne servent pas à grand-chose. Mais c'est ouvert à n'importe qui. Ensuite, on a aussi, si vous voulez, pour installer un plugin, vous pouvez le faire de manière manuelle, uploader le plugin directement dans l'application, mais on a aussi un update center. Donc vous allez sur Jenkins, vous listez les plugins que vous voulez installer, cette liste provient de notre update center. Et du coup, si on a un plugin qui est trop dangereux, qui a des failles trop importantes, on peut aussi décider de le blacklister. Et du coup, il n'apparaît plus chez les gens, et on évite du coup une propagation des vulnérabilités comme ça. Soit on le fait de manière temporaire, en aidant le mainteneur à corriger les problèmes, pour qu'ils redeviennent whitelisted après quelques jours, mois, voire années pour certains, ou de manière permanente si on voit que c'est un plugin qui est vraiment volontairement dangereux. Là, l'exemple au niveau temporaire, c'est pour Scrippler, je ne sais pas si vous l'employez, c'est un petit plugin qui sert à exécuter des scripts, mais en fait des scripts arbitraires que n'importe qui peut écrire à n'importe quel moment. Dans l'idée, c'est très sympa, mais en fait, dans la version actuelle, n'importe qui peut le faire. Du coup, je pense qu'on a passé 1 mois ou 2 avec le mainteneur à lui expliquer, il faut mettre des permissions, des checks, qu'il n'y a que les admins qui peuvent le faire. Et du coup, on l'a aidé, et là, il est dans le process pour être retiré de la blacklist. Un petit tremblement de terre. Ensuite, un des points les plus importants, c'est de réduire les risques que votre instance soit cassée. Ça, c'est de manière générale, au niveau de la confiance. Si quand Windows va vous proposer une mise à jour et que derrière, ça va vous casser votre Windows, vous n'êtes pas forcément content. Et du coup, suite à ça, vous n'allez plus forcément faire les mises à jour tout de suite. Vous allez vous dire, ouais, il y aura sûrement d'autres qui vont faire les bêta-testeurs pour la mise à jour. Moi, je vais attendre 2 semaines, ou 2 mois, ou 2 ans. Là, c'est un peu pareil. On essaye de réduire le plus possible les risques. Comme ça, les gens gardent la confiance et font les mises à jour au plus vite. Donc ça veut dire que pour ne pas casser une instance, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on met dans les releases de sécurité. Comme par définition, peu de monde ont accès au code qu'on modifie, il faut que ce code soit de très bonne qualité, ne casse pas les fonctionnalités existantes, et du coup, qu'il soit le plus petit possible. Je vais vous expliquer en détail pourquoi par la suite. Voilà. Comme on a plusieurs versions LTS à supporter, ça veut dire plusieurs versions dans lesquelles on doit merger nos commits de sécurité, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de conflit. Du coup, actuellement, je crois qu'on est à 4 versions LTS ou 3 versions LTS. Ça veut dire que s'il y a des codes qui sont modifiés entre 2 versions, parce qu'une version la plus ancienne, elle date de quasiment 1 année. Donc en 1 année, vous imaginez les changements potentiels dans le code. Si notre fixe de sécurité doit être modifié à la volée entre chaque version LTS, ça voudrait dire qu'on doit retester à chaque fois la faille, relancer les tests unitaires dessus, spécifiquement par version. En gardant un code le plus minimum possible, on évite d'avoir trop de tâches manuelles à faire et de rester dans une optique de continuous integration, continuous deployment. Et ouais, au cas où, les tests de non-régression sont aussi très utiles pour détecter s'il y a des conflits qui n'ont pas été vus lors du merge. Ça arrive quelquefois. Et du coup, grâce à ça, on peut détecter, ah, mais dans la version LTS telle et telle, le fixe n'est pas en place. Du coup, on peut le corriger aussi grâce à ces petits outils. Maintenant, la partie qui peut être aussi très intéressante pour vous au niveau des idées pour appliquer chez vous dans vos applications, selon le type d'application. On a le PCT, le Plugin Compatibility Tester. En gros, si vous voulez, un plugin demande au niveau des dépendances Maven une certaine version du core pour avoir les API, etc. derrière. S'il demande par exemple la version A et qu'actuellement on est à la version C,
Donc entre-temps, il y a la version B qui est sortie. Nous, il faut qu'on s'assure que ce plugin, au moment où il est réalisé, qu'il soit toujours compatible dans la version A, B et C. Donc en fait, on a un outil qui permet de changer les dépendances sans changer le code. Donc on garde le code qui est compilé avec la version A, et on veut s'assurer qu'il est toujours valable pour la version B et C. Ce genre de petit outil est très fortement lié à Jenkins, mais c'est une idée simplement aussi qui peut être ajoutée sur d'autres projets. Si vous avez des modules avec plusieurs versions, des web services qui ont des versions différentes qui doivent être potentiellement compatibles, c'est ce genre de truc qui peut être très pratique de votre côté. Comme vous pouvez voir le petit schéma en bas, si on voit que la version C n'est plus compatible, ah oui, parce qu'il y a eu un changement dans l'API, il faut faire attention. Du coup, soit on va regarder au niveau du corps qu'est-ce qu'il y a eu comme changement, et du coup on adapte le plugin, soit on retire les appels ou on les modifie. Ça nous permet d'éviter lors d'une release de sécurité qu'on casse certains plugins sans faire exprès. Sinon, c'est pas que pour la sécurité, c'est aussi lancé de manière générale pour les plugins. Comme vous le savez, peut-être, pour ceux qui développent en Java, il y a un modificateur qui s'appelle public, et que du coup, si vous mettez un champ, une classe ou une méthode publique, n'importe qui peut y accéder, sans faire de réflexion. Du coup, si vous imaginez qu'un plugin propose une multitude de méthodes pour l'ensemble des autres plugins qui peuvent potentiellement en dépendre, ça veut dire que son API public de ce plugin est relativement large. Potentiellement, les publics sont requis par certaines librairies, par exemple pour la sérialisation, désérialisation ou ce genre de choses, et du coup, ils sont obligés d'employer public. Mais ils n'ont pas forcément envie que les autres plugins puissent utiliser ces méthodes. Donc nous, on a rajouté une petite annotation, restricted, qui grâce à des préprocesseurs d'annotation qui sont inclus dans Java de base, donc c'est pas du pur Jenkins à ce niveau-là, on peut dire, si quelqu'un appelle cette méthode et qui n'est pas le plugin propriétaire de la méthode, on refuse la compilation et on évite du coup d'avoir un scope au niveau de l'API qui est trop grand. Parce que si vous avez trop d'API une API qui est trop grande, ça veut dire aussi beaucoup de compatibilité à garder. Si on trouve une faille dans une méthode publique, mais qui n'était pas volontairement publique, on est un petit peu embêté. On doit du coup lancer des exceptions, mettre des warnings, etc., mais on doit la garder. Alors que si elle était restricted, c'est comme une privée. Elle est publique au sein du plugin, mais pour l'écosystème, elle est privée. Elle n'est pas visible par les autres plugins. Donc justement, ça permet aux développeurs de limiter ce qu'il va exposer et du coup les garanties qu'il va donner aux autres développeurs. Ensuite, ça c'est de manière plus générale aussi, quand on fait une mise à jour, on va essayer d'encourager le plus possible les bonnes pratiques en termes de configuration. L'exemple le plus banal, c'est dans Jenkins, vous pouvez activer ou désactiver la sécurité. Si elle est désactivée, ça veut dire que tout le monde a accès à tout. Il n'y a plus d'utilisateurs, plus rien. Du coup, c'est pas forcément une bonne option si vous êtes exposé la moindre au niveau public. Si c'est votre petite instance sur votre laptop, à la limite, vous pouvez vous en foutre, mais là, du coup, c'est pas forcément une option qu'on conseille. Donc on a deux méthodes générales. C'est en gros, quand vous installez une nouvelle version de Jenkins, on veut encourager le plus possible la config la plus sécurisée par défaut. Mais si vous faites une mise à jour, si vous êtes à la version 1, vous passez à la version 1.1, vous voulez éviter qu'on vous set nous-mêmes votre config. Sinon, ça risque de vous casser certains comportements que vous attendez. Du coup, on propose des moniteurs administratifs, en gros des sortes de messages d'avertissement pour les admins. Attention, cette config n'est plus sécurisée, veuillez utiliser celle-là. Et du coup, quand l'admin fait la mise à jour, on va pas lui mettre la nouvelle config par défaut, mais on va lui dire attention, ça c'est dangereux, ça tu peux faire ça, etc. Le plus possible, on essaye d'avoir juste un petit bouton à cliquer. Après, pour certaines options, c'est un petit peu plus compliqué, mais de manière générale, on garde quelque chose de très simple. Comme ça, l'admin, il se sent en sécurité. Il va regarder, il voit les changements, puis il se dit, ah, ça, nous, on emploie chez nous. On a des processus qui emploient le port tel et tel, du coup, on va pas forcément le fermer. Comme ça, c'est son choix. Il peut regarder au niveau du bulletin de sécurité quels sont les impacts de garder cette fonctionnalité en place, et on évite, du coup, de casser les instances, de casser la confiance, etc. derrière. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai expliqué avant. Au niveau de si c'est une instance qui est récente ou si c'est une mise à jour, le comportement change. Voilà. Mais maintenant, il y a aussi certaines fonctionnalités qu'on va pas forcément proposer sous forme de configuration parce qu'on sait qu'elles sont mauvaises et potentiellement très dangereuses. Mais certains admins nous ont demandé « Ouais, mais celle-là, je sais qu'elle est dangereuse. Dans notre cas, c'est nécessaire au bon fonctionnement pour autre chose, etc. » Dans ces cas-là, on propose des portes de sortie.
Chez nous, ça se configure sous forme de propriété système. Au niveau du lancement de Jenkins, vous pouvez juste passer des lignes de commande en plus, et puis du coup, les options qu'on a désactivées par défaut seront réactivées. C'est vraiment au risque de l'utilisateur, ça peut avoir des impacts énormes, mais dans certains cas, c'est nécessaire. Du coup, grâce à ça, au cas où on fait une mise à jour de sécurité qui casse les instances ou certaines instances sans qu'on le sache, grâce à ça, au pire, ils peuvent l'éviter. On essaie de les rajouter dans quasiment toutes les mises à jour de sécurité. Au cas où ça se passe mal, vous avez juste à le désactiver et c'est comme s'il n'y avait pas eu le fixe. C'est quand même un petit peu plus grave que si le fixe avait marché, mais voilà, c'est toujours des petits outils qu'on essaye de mettre en plus pour éviter les soucis. Ensuite, on a mis récemment de la télémétrie. Donc en gros, il faut penser que les instances Jenkins, c'est pas nous qui les gérons. Nous, on propose le WAR, les gens la téléchargent, l'installent chez eux, et après, ils gèrent comme ils veulent. Mais grâce à ça, s'ils sont d'accord, ils peuvent envoyer des données anonymisées dans notre serveur, et du coup, nous, on peut savoir quels plugins sont installés. Comme ça, c'est comme ça qu'on vous informe aussi lesquels sont populaires. Et du coup, avec la télémétrie qu'on a rajoutée là, on peut s'assurer, par exemple, pour les portes de sortie niveau propriété système, on peut savoir lesquelles sont réellement utilisées ou pas. Si on voit que certaines qu'on a rajoutées ne servent à rien du tout, personne ne les a employées, bah, peut-être que d'ici 6 mois, 1 année, on va la retirer en informant si jamais vous l'employez. Veuillez vous nous avertir avant, etc. Mais au moins, on est au courant de ce qui est utilisé ou pas. Parce que sinon, le projet, comme il est open source, comme il est installé chez tout le monde qu'on n'a pas accès, on peut pas savoir quelle fonctionnalité est utilisée ou non. Ça nous aide aussi de notre côté en termes de sécurité de savoir quelle méthode on pourrait potentiellement retirer. On peut les déprécier, mais on peut pas faire plus pour le moment. Donc avec la télémétrie, on va s'assurer aussi que certaines méthodes puissent être retirées pour le futur, pour éviter d'avoir de la compatibilité qui sert pas à grand chose. Du coup, on a aussi des scripts qu'on a développés nous-mêmes pour s'assurer qu'on peut rechercher dans le code l'ensemble des failles qui ressemblent à celles qu'on est en train de travailler dessus. Comme par exemple du CSRF, on va regarder ce plugin est vulnérable parce qu'il emploie tel schéma de code. Avec le petit script qu'on a développé, on peut s'assurer d'aller chercher dans l'ensemble de l'écosystème public les vulnérabilités similaires. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on essaie de motiver les gens qui ont des plugins privés de les rendre publics. Ça peut intéresser d'autres personnes, mais ça peut les aider aussi, eux, à avoir plus de sécurité. C'est un peu une balance entre les deux, du coup. Et souvent, ça motive un peu plus les managers à laisser leurs employés participer au côté open source. Donc après, au niveau des dépendances, comme vous avez peut-être vu assez souvent, il y a beaucoup de failles qui sont découvertes dans Bouncy Castle, dans Jackson. C'est des librairies pour de la crypto ou bien de la sérialisation. Très souvent, il y a des petites failles dessus. Ça arrive une fois chaque 3-4 mois. Il faut mettre à jour les versions pour tous les plugins. C'est pas forcément l'idéal. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est des plugins intermédiaires qui ne donnent aux autres plugins que ces librairies. Ça veut dire que si Bouncy Castle fait une mise à jour, qu'on doit la mettre à jour parce que c'est vulnérable, etc., nous, on peut mettre à jour juste notre plugin d'API et tous ceux qui vont en dépendre l'auront automatiquement la dernière version. Et du coup, comme ça, on s'évite énormément de travail manuel qui n'apporte pas de réelle valeur. Ensuite, on a un petit outil pour faciliter l'installation des instances. Donc si vous lancez un Jenkins version 2+, vous aurez un petit wizard au début qui va vous proposer d'installer les plugins les plus populaires, mais aussi vous configurer la sécurité par défaut, créer un compte admin, s'assurer d'activer le CSRF, enfin les protections contre le CSRF, désactiver certaines fonctionnalités potentiellement dangereuses. Et du coup, l'admin qui ne s'y connaît pas grand-chose, que ce soit en Jenkins ou en sécurité, il part avec des bonnes bases. On a aussi une petite classe qui est relativement sympa pour garder secrètes les credentials. Si vous avez des secrets que vous stockez dans Jenkins, vous n'avez pas forcément envie qu'elles soient stockées sur le disque du serveur en plein texte. Du coup, grâce à la classe secret, vous pouvez juste transformer votre string en secret, et du coup, elle est chiffrée sur le disque, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce genre de truc? Niveau cryptographie, vous pouvez vous dire, ouais, mais moi je sais très bien faire de la crypto, je demande l'algo AES dans Java, et du coup c'est bon. Mais quand vous faites Cypher get instance AES, le mode par défaut, c'est ECB. Pour ceux qui font un petit peu de crypto, ils savent que le mode ECB, comme vous pouvez le voir sur l'image, il est un petit peu limité au bloc en cours. Et du coup, ça facilite le déchiffrage des informations. Du coup, c'est ce genre de petits trucs qu'on évite.
On propose plutôt aux gens une version sécurisée, réputée, etc., qui n'a pas de problème, ou moins que ce qu'ils pourraient faire s'ils le font au hasard. Ensuite, des exemples pratiques. Si vous avez peut-être vu, dernièrement, on a mis des nouveaux tokens pour les API tokens dans Jenkins. En gros, avant, les données de ces tokens étaient directement chiffrées sur le disque, mais du coup réversibles. Et chiffrées pas forcément avec des bons algos. Il n'y avait qu'un seul token par utilisateur, il était généré à la création de l'utilisateur. Ça veut dire que si vous avez 200 utilisateurs, les 200 ont un token potentiellement utilisable, et ils sont peut-être même pas au courant. Du coup, avec la nouvelle version, on laisse les gens avoir plusieurs tokens, on stocke que le hash, et du coup c'est plus réversible. Vous pouvez les révoquer individuellement. Donc si vous avez le token que vous employez pour GitHub et vous employez plus GitHub, vous pouvez le révoquer, il n'y a pas d'influence sur les autres tokens que vous employez. La migration a été faite de manière très facile. On a mis un écran à disposition des gens pour leur montrer quels sont les utilisateurs avec des tokens legacy, lesquels n'ont pas encore migré, lesquels emploient leur token legacy pour éviter de casser les applications. Du coup, on a mis un petit moniteur là-dessus. L'admin a un petit message pour l'informer lesquels emploient encore les tokens legacy. Et du coup, c'est aussi une fonctionnalité qu'on met par défaut pour les nouvelles instances. Donc c'est un exemple qui prend vraiment tous les aspects de facilitation de mise à jour en compte. Ensuite, désérialisation XML. Il y a 2 points importants là-dessus. En Java, ou pour le premier en tout cas de manière générale, si vous faites pas très attention à comment vous configurez vos parseurs, vous pouvez être potentiellement embêté avec des XXI. En gros, si vous avez des instructions dans votre XML que vous recevez, si votre parseur les lit et les exécute sans autre, il peut faire un peu ce qu'il veut. Donc l'attaquant peut vous envoyer un XML qui va demander de dumper le disque et de l'envoyer sur une URL. C'est possible de le faire en XML. Les gens ne le savent pas forcément, ils se disent le XML c'est comme le JSON, c'est très simple et puis c'est fini. C'est pas si simple. Donc là je vous mets un petit exemple selon les librairies que vous envoyez en Java. Pensez à faire ce genre de petite modification dans la config, ça peut vous aider à vous éviter des problèmes. Et pour la désérialisation, de manière générale, imaginez une URL que vous employez dans une map. Et ben en fait, l'URL, on doit lui calculer son hash, sauf qu'à calculer le hash d'une URL en Java, et ben il fait un appel au DNS. Choix de design bizarre, on va dire, mais c'est le cas actuellement. Du coup, si vous envoyez dans un XML qui n'attendait pas du tout une map, vous lui envoyez quand même une map, des URL comme clé. Vous pouvez vous assurer en tant qu'attaquant, si vous avez un serveur DNS derrière qui gère un peu les trucs, vous pouvez vous assurer que votre attaque a eu un effet. Et du coup, vous pouvez utiliser d'autres librairies comme IsoSerial qui montrent le nombre de classes Java qui peuvent, à la désérialisation, vous créer des petits soucis, comme la maîtrise complète de votre serveur par un attaquant. Donc pour faire ça, on ne pouvait pas forcément enlever la désérialisation, vu qu'on emploie le système de fichiers pour stocker nos données. Du coup, on était un petit peu embêté. Au tout début, on se disait, ouais, il n'y a que 1 ou 2 cas, donc ça va être réglé facilement. On a blacklisté les classes dangereuses. Ça a marché pendant un petit moment, 2-3 semaines. On a eu des nouveaux rapports, on a blacklisté, des nouveaux rapports, on a reblacklisté. Et quand la blacklist est arrivée à 50 ou 100 éléments, on s'est dit, c'est pas forcément la bonne approche. Du coup, un des changements structurels les plus importants qu'on a eu en termes de sécurité, c'est qu'on est passé à une whitelist. Une liste blanche, pour ça, le souci, c'est que tous les plugins peuvent potentiellement avoir des classes spécifiques qui ont besoin d'être désérialisées pour stocker simplement leur information. Du coup, on a dû mettre en place un système de whitelist qui est suffisamment flexible pour laisser aux plugins la possibilité de rajouter leur propre classe dans la whitelist. Après approbation par l'équipe de sécurité, parce que si un plugin malveillant rajoute toutes les classes qui sont dangereuses, ça sert pas à grand chose. Mais c'est un petit point qu'il faut prendre en compte. Si vous créez une nouvelle application et que vous prenez en compte d'entrée, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux, surtout. En termes de support, on a eu énormément de requêtes. Tous les plugins privés, du coup, qui employaient certaines classes un peu dangereuses, ont été cassés par ce biais-là. Du coup, on avait certaines portes de sortie, mais c'est pas forcément le but. La porte de sortie peut servir pendant un temps, le temps que les gens corrigent les plugins, mais pour les corriger, il faut qu'ils soient au courant des problèmes. Donc ça a été beaucoup d'éducation, de prise de conscience, en fait, attention, la sérialisation, désérialisation, c'est pas aussi simple qu'on veut bien vous faire croire en Java. Le sérialisable, ça fait pas toute la magie.
il faut un petit peu plus de travail manuel derrière. Ensuite, les bacs à sable pour les scripts. Vous avez peut-être vu, je crois que c'était il y a une année, on a eu une certaine apocalypse Groovy, parce qu'en fait n'importe qui pouvait utiliser Groovy pour faire n'importe quoi dans Jenkins. C'est un petit peu embêtant, vu que les gens du coup avaient accès à tout. Il faut savoir que depuis Jenkins, on a accès à votre code source. Enfin, les admins ont accès à votre code source. Du coup, quand vous déployez une application en passant par Jenkins, mais que quelqu'un a la main sur Jenkins, il peut modifier votre application. Et du coup, ce que je marquais au tout début, qu'on a 1,7 million d'utilisateurs, si tous ces utilisateurs sont des développeurs, en général, ils développent des applications qui sont utilisées par le reste du monde. Si on met une faille dans Jenkins, ou qu'on découvre une faille de ce genre-là, et que du coup les gens peuvent modifier toutes les applications de tous les gens qui passent par Jenkins, je vous laisse imaginer le côté viral. Donc là, on est aussi passé, soit les scripts sont approuvés par les admins, soit on met une whitelist en place où l'admin s'occupe d'approuver ou non certains éléments, certaines méthodes, certaines classes, et puis comme ça, n'importe qui peut après écrire du code Java, du code Groovy pour éviter d'avoir des petits soucis. Donc je finis quasiment dans les temps. Appliquez les mises à jour, s'il vous plaît, pour pas qu'on travaille pour rien, et pour éviter de voir dans la presse des vulnérabilités qui sont là depuis 10 mois, alors qu'on a qui sont là depuis un petit peu plus, mais qu'on a proposé le patch depuis 10 mois. Ça nous permettrait de mieux dormir. Et à vous aussi, j'imagine si vous avez ça le samedi matin, vous allez passer tout le week-end dessus. Ensuite, faites attention aux configs par défaut. C'est toujours quelque chose qu'il faut faire particulièrement attention avec les utilisateurs. Tout le monde n'est pas forcément au courant de toute la configuration de vos applications. Vous êtes les maîtres de vos applications, du coup, faites en sorte que c'est le plus facile possible d'avoir une version sécurisée et que ce soit quand même possible d'avoir une version non sécurisée, mais il faut que ce soit le plus difficile possible à mettre en place pour éviter que l'admin un petit peu fainéant désactive tout et laisse la chose en place dans son infrastructure. Et comme je le marque à la fin, faites attention, on sous-estime très souvent la stupidité des gens. Ils se disent, ouais, mais c'est pas trop grave, mon Jenkins, il tourne dans un environnement privé, qui a pas accès à Internet. Oui, mais tes collègues, le gars qui va démissionner, il peut se dire, je vais garder une backdoor dans le Jenkins. Ça peut être une idée. On l'a déjà vu. Donc voilà, j'ai fini mon talk. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Et si vous êtes intéressé par Jenkins, si jamais, j'ai des t-shirts en plus des stickers. Les stickers, je trouve qu'il y en a quasiment plus. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Concernant les plugins privés et votre tool de recherche de vulnérabilité, c'est quelque chose qui pourrait être lancé par un administrateur dans une entreprise? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas une recherche de vulnérabilité, c'est plus une recherche de patterns de code. Et du coup, il faut qu'on vous donne les patterns pour que vous puissiez les retrouver. Et ces patterns, du coup, c'est un petit peu dangereux de les donner, parce que c'est trop facile après à faire que vous employez ce tool sur tous les plugins, et quand il y a un nouveau plugin qui sort que nous, on n'est pas encore au courant, ça pourrait être dangereux pour nous. Après, comme je disais avant, le plus simple, c'est que vous publiez les plugins. Très souvent, il n'y a pas de données en fait confidentielles dans les plugins eux-mêmes. On a vu certains qui hardcodaient leur password dans les plugins, mais c'est plus de la bonne pratique qu'autre chose de pas le faire. Après, il n'y a pas de, on va dire, de business value directement au plugin, de manière générale. Vous n'allez pas développer votre application dans un plugin Jenkins, mais plutôt faire de l'intégration avec. De mon point de vue, c'est aussi plus intéressant de le publier pour avoir le côté sécurité, mais aussi pour permettre à votre entreprise d'avoir aussi un certain marketing dessus, parce que certains plugins sont connus pour être développés par certaines entreprises. Du coup, ces entreprises sont aussi liées à Jenkins. C'était un peu le but à la base avec CloudBees. Comme beaucoup de contributeurs avaient été embauchés, beaucoup de plugins avaient dans le package name cloudbees.com, des trucs comme ça. Et du coup, ça donne aussi une certaine brand au niveau de Jenkins. Après, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc merci pour la présentation. J'ai une question parce que vous avez parlé des tests que vous faisiez avec les différentes versions core de Jenkins que vous avez et aussi les différentes voilà, c'était surtout celle-là. Et je veux savoir, comme il y a plusieurs plugins qui peuvent avoir des interactions entre eux,
est-ce que vous faites aussi des scénarios où c'est pas seulement pour un plugin tout seul, mais pour une série de plugins ensemble? Alors, de manière générale, quand on teste un plugin, on lui prend avec lui toutes les dépendances minimum qu'il demande, et on fait certains scénarios en plus pour les différentes versions disponibles des autres plugins pour les mettre ensemble. Mais ça, c'est plus une version avancée qu'on fait dans nos produits commerciaux, où on propose en fait aux gens des versions certifiées, entre guillemets, on sait que ces versions marchent ensemble. Pour l'ensemble des plugins, on peut pas le faire. Il y a beaucoup trop de combinaisons. Avec les 1500, imaginez l'explosion combinatoire. Du coup, on se limite aux plugins les plus populaires, les plus utiles. Et du coup, on propose des versions qui sont stables, validées entre elles. D'autres questions? C'est pas le cas, on peut applaudir Vadek.